Tout le monde le prenait pour un pauvre paysan minable, mais il se révèle être un héros légendaire et épouse 2 sorcières bien trop belles pour lui. Tuka était un fermier solitaire du village de Sheza, où 3 ans après que le héros légendaire Shion eut scellé la porte de l'enfer, celle-ci s'est rouverte de manière inattendue. Le monde était désormais infesté de démons, mais ça ne le dérangeait pas du tout. Il se contentait de gérer l'absence de femmes dans sa vie en habillant des légumes, un vrai psychopathe. Un jour, alors qu'il agissait comme un dérangé, son amie d'enfance Yuna l'interpelle, lui disant de grandir et d'arrêter de faire l'enfant en homme complètement détraqué. Avec une insulte digne d'un geek, il lui parle de ses plans pour une apocalypse zombie, et en discutant, il promet de protéger ses gros melons juteux. Mais Yuna, comme toute femme qui se respecte, lui donne un coup de pied et lui brise les bijoux de famille. Elle lui dit que les zombies ne s'approcheraient jamais d'un loser moche comme lui, mais Tuka est déjà occupé à montrer son piège Minecraft génial que même un âne aveugle pourrait éviter. Alors qu'il plaisantait, soudain, un démon surgit de nulle part et attaque violemment les villageois, ce qui fout une trouille bleue à Tuka, qui se cache derrière un arbre comme une fillette. Soudain, il remarque que Yuna est tombée et était sur le point d'être attaquée par le monstre, mais Tuka décide de l'aider. En bon gros lâche qu'il est, il commence à faire griller du porc, pensant que le monstre voudrait un petit déjeuner à l'américaine, mais le démon est bien plus intéressé par les melons juste devant lui. Avant qu'il ne puisse attaquer, un héros apparaît de nulle part et découpe le monstre en morceaux, le tuant sur le coup. Shan commence aussitôt à frimer devant Yunet et réussit à la chauffer complètement, tandis qu'elle l'invite chez elle, lui promettant de le laisser profiter de ses charmes. Avant qu'il n'accepte l'offre, cependant, il est attiré par l'odeur de la viande grillée de Tupa et se précipite pour y goûter seulement pour tomber dans le piège et être empalé à mort par les pieux en bois acérés. Les villageois paniquent en voyant leur sauveur mort et commencent à jeter des pierres sur Tuka. Ils menacent de le traîner devant la justice, mais réalisent vite qu'avec une mort aussi stupide pour le héros, personne ne croirait leur histoire et le blâme retomberait sur eux. Ils décident de sauver leur peau et de simplement cacher son corps. Les problèmes de Tuka ne font que commencer car le lendemain matin, il se réveille dans le corps du héros. Il pense halluciner et va chez Yuna pour confirmer. Il est d'abord furieux d'être dans le corps du héros, mais il se souvient alors que Yuna est complètement folle du héros. Alors il décide d'accepter ce corps, car ce sera enfin son ticket de sortie de la vie des sessions nocturnes de battage de viande. Yunet devient immédiatement une sorte de mannequin Instagram pour lui montrant ses charmes quand elle remarque soudain qu'il pue le cadavre, ce qui éveille ses soupçons, et elle le gifle. Son œil tombe, ce qui l'alarme encore plus, et elle sort un bâton pour écraser le zombie à mort. Cela effraie Tuka, et il révèle sa véritable identité, ce qui lui vaut un coup de bâton sur la tête qu'il encaisse comme un vrai mâle alpha. Alors qu'ils discutent des raisons possibles de cet échange de corps, ils entendent une voix venant de son champ, affirmant que c'était sa nécromancie qui en était la cause. Il court vers son champ et voit une fille suspendue à la vie dans la fosse qu'il avait creusée pour capturer les bêtes. Elle se présente comme Henry et leur dit qu'elle ne leur révélera la raison de son acte que s'il la sauve d'abord du piège de Tuka. Elle leur explique qu'elle avait fait une promesse à Sion, donner son corps à quelqu'un d'autre qu'elle croirait capable de sauver le monde s'il venait à mourir. Elle ajoute qu'elle a choisi Tubep parce qu'il a réussi à tuer Sion et à la capturer. Avant que l'idiot ne comprenne ce qu'on lui demande, Yuna accepte l'aventure en son nom et dit qu'elle les rejoindra. Quand il proteste, Hanrai menace de détruire son corps vivant dans lequel elle est piégée dans le cercueil des vivants, un artefact magique, et le pauvre idiot n'a d'autre choix que d'accepter son destin. Henry les laisse ensuite tous les deux à Belen, là où le héros original se préparait pour ses aventures. Alors que Yuna et Tuka se disputent sur le fait que Tuka est un idiot insouciant, un groupe de filles accourt pour idolâtrer leur héros, ce qui dissipe tout doute dans la tête de l'imbécile quant à son rôle de héros. Le trio entre ensuite dans une armurerie, où le gars finit par dépenser la majeure partie de ses économies pour impressionner les filles. Ce geste insensé ne leur laisse de l'argent que pour une seule chambre cette nuit-là. Quand il demande à Anne-Marie de contribuer un peu pour les économies, elle révèle qu'elle n'en a pas, car elle n'a jamais reçu de récompense, la nécromancie étant un tabou. Ivas exploite le visage du héros pour profiter de la bonne volonté des gens, obtient un repas gratuit et exprime son intention de continuer ainsi pour toujours. Cela embarrasse ses compagnons et il décide de s'inscrire à la guilde des aventuriers pour trouver du travail. Au moment où Tuka proteste, 2 filles apparaissent et proposent de l'aider à se débarrasser de sa puanteur. Cependant, pour vérifier s'il est le vrai héros, elles lui font d'abord de défier leur garde du corps musclé. Motivé par l'opportunité de voir des corps de femmes pour la première fois, il accepte sans réfléchir. Il est sûr de gagner puisqu'il a l'épée sacrée, mais au moment où il saute derrière le géant et le frappe avec son épée, celle-ci se révèle être une fausse et se tord. Le garde du corps le frappe au visage, son œil tombe, ce qui révèle qu'il est un imposteur, et les habitants se rassemblent tous pour lui donner une bonne leçon. Pendant ce temps, à la guilde, les filles ont présélectionné un travail qui les oblige à tuer des démons, équipés très bien. Alors que Yuna saute de joie à propos du travail, l'ancien compagnon du héros, Lord Kyle, apparaît et demande à la nécromancienne où se trouve le héros. Elle lui raconte la vérité sur ce qui s'est passé.
Ce soir-là, les habitants attachent l'imposteur à un poteau et sont sur le point de le tuer pour en faire un exemple quand Kyle et les filles arrivent sur les lieux. Ils s'approchent de Tuka et le libèrent avant de lui remettre la véritable épée sacrée. Il demande au fermier d'imaginer une lame géante et quand il le fait, l'épée se transforme magiquement. Cela amène les villageois à croire qu'il est le vrai de vrai, mais juste à ce moment-là, l'épée s'affaisse, ce qui les fait tout remettre en question. La rusée Yuma s'avance immédiatement et déclare avec une confiance excessive qu'il peut prouver son authenticité en tuant plus de démons que quiconque lors de sa quête. Plus tard cette nuit-là, ils reçoivent des informations selon lesquelles plus de 20 démons ont été aperçus, ce qui panique complètement Tuka et il jure qu'il va tuer son meilleur ami. Il se tourne alors vers Henry et la maudit parce que son corps et son épée l'ont lâché, mais elle lui dit que la seule raison est qu'il a une quantité de mana misérablement basse. Yoon est d'accord, disant qu'il a une âme sans valeur, ce qui amène la nécromancienne à conclure qu'elle a fait une erreur. Quand Tuko proteste, disant qu'il peut garder les épées dures s'il le veut, elle lui tend un cristal magique qui brille selon le niveau de mana de son porteur. Cependant, quand il le serre, il n'y a qu'une faible lumière au centre, ce qui montre qu'il a un niveau de mana de 1 comme un bébé. Kyle déclare qu'avec ce niveau de mana, son corps va pourrir et se transformer en squelette, et lui propose donc de prendre le corps du héros à la place. Alors que Yuna et Tuka sont d'accord, Henry refuse, disant qu'il n'aurait jamais pu battre Cheyenne en duel, alors que le fermier l'a tué. Si quelqu'un devait prendre un risque, il parierait évidemment sur Tuka. Kyle sort alors son épée sur l'idiot et demande à Henry si elle le laissera être le héros s'il tue l'imposteur. Quand Tuka lui rappelle qu'il est un zombie, Kyle lui dit qu'il peut être tué si quelqu'un lui tranche la tête. Cependant, quand Henry ne bronche pas, Kyle abandonne, avouant qu'il bluffait juste pour la faire accepter. Il propose ensuite de se battre et de prendre sa place dans la quête pour lui rapporter l'argent dont il a besoin. Plus tard cette nuit-là, l'idiot se détend sur son lit, pensant qu'il n'aura plus jamais à se battre et pourra simplement profiter des privilèges d'être le héros. C'est alors qu'il se souvient qu'il n'a même pas essayé de l'aider et soupçonne que Kyle va juste en profiter pour le laisser se faire tuer par l'ennemi. Ainsi, il décide de se faufiler au milieu de la nuit pour récupérer son corps. Il grimpe dans la chambre des filles pour sceller le cercueil qu'Henry porte en guise de collier. Cependant, l'imbécile est distrait par les filles endormies et oublie pourquoi il est là. C'est alors qu'il entend des pas et se cache à l'extérieur de la fenêtre. Il voit Kyle entrer et au moment où le seigneur essaie de briser le cercueil avec son couteau, il est repoussé par la protection magique que la nécromancienne y a jetée. Cela réveille les filles juste au moment où il s'enfuit de la pièce. Alors que Tuka passe en revue les raisons possibles pour lesquelles Kyle aurait pu essayer de le tuer, Yuna sort et en le voyant caché là, elle lui écrase le visage pour les avoir espionnés. Le lendemain matin, le groupe part à la chasse aux démons avec quelques autres aventuriers. Quand Kyle interroge Tuka sur ses blessures, Tuka lui raconte l'incident du voleur de collier mais prétend qu'il n'a pas pu voir son visage pour éloigner Kyle de sa piste. Quand le seigneur propose de l'aider, Tuka réalise que maintenir son image amicale devant les gens est important pour lui et doit décider de toujours rester entouré de monde et de garder Henry près de lui afin de pouvoir aussi surveiller le collier. Ils atteignent un fort abandonné qui est le repère du diable et le redoutable lancier Bilarco propose qu'ils se séparent tous. Quand Tuka est sûr que sa décision d'y aller seul le mènera à mourir le premier, Kyle l'informe qu'il est censé avoir tué 100 démons à lui seul lors de la bataille il y a 3 ans. C'est alors qu'un diable à tête noire apparaît et cloue Bilarco au sol à la surprise générale. Il disparaît ensuite soudainement et réapparaît au milieu du groupe, décapitant l'un des aventuriers avant de se téléporter à nouveau. Cela effraie l'équipe de soutien et ils s'enfuient tous, y compris Tuka. Le monstre saute sur Tuka et le projette au sol en le transperçant le cœur avant de sauter vers une pièce en hauteur. Au moment où il prend son élan et saute au sol pour attaquer les autres, Kaido invoque une lame qui découpe le diable en morceaux. Kyle ramasse ensuite le cœur du diable avec un cristal magique comme preuve et l'offre à Yuna, lui disant de l'utiliser pour lancer des sorts pour sa protection. Tuka s'approche d'eux à ce moment-là, affirmant de manière délirante que c'était lui qui les avait protégés et qu'il devrait donc avoir le cristal. Soudain, une horde de monstres, bien décidés à tuer le héros, sort des bois. Voyant leur nombre, Tuka se précipite vers la forteresse et convainc les autres de le suivre en utilisant une logique complètement bidon. Dès qu'ils entrent dans le repère, ils sont accueillis à la porte par une autre horde de monstres. Voir des squelettes humains sur le sol suffit à convaincre Tuka qu'ils vont tous finir en nourriture pour monstres aujourd'hui. Cependant, Henry utilise sa magie pour réveiller les squelettes et en fait une armée. Kyle se lance dans la bataille pour la soutenir pendant que Yuna rassemble son courage pour faire de même. Alors que le loser essaie de trouver un moyen de s'échapper, l'un des démons réussit à projeter une substance gluante et chaude sur sa main qui lui dissout la chair. Il tourne ensuite son attention vers Yunap, mais cette substance gluante ne réussit qu'à dissoudre ses vêtements, ce qui distrait le diable un instant. Elle en profite pour s'enfuir et se cacher par embarras et est suivie par Tuka, qui se souvient soudain qu'il doit la surveiller. Quand il essaie de l'approcher, elle le repousse, pour se calmer seulement quand il lui dit qu'il a une tenue de rechange et lui tend un bikini. C'est alors qu'ils entendent le monstre approcher et Tuka tire son épée et la transforme en fouet.
Au moment où le diable entre, il l'attache avec son fouet et ordonne à l'épée de durcir à nouveau pour maintenir le monstre en place et demande à Yuna de l'attaquer dès que possible. C'est alors que le monstre partage son amour éternel pour les bas, ce qui gagne l'empathie du fermier, et il demande à Yuna d'y aller doucement. Cela met la fille Yuna encore plus en rage et elle se donne un élan grâce à sa magie nouvellement acquise et vole vers le monstre pour le frapper au ventre. Cela le projette contre le mur, l'assommant sur le coup. Ils n'ont que quelques secondes de célébration quand Kyle apparaît de nulle part et assomme sournoisement Yuna pour pouvoir tuer l'imposteur. Tuka ramasse immédiatement son épée, mais Kyle utilise ses instincts divins pour réduire l'arme en morceaux dès que le garçon se lève. Il raconte à Tuka le moment où il avait failli devenir le héros, mais avait été privé de cette chance par l'apparition soudaine de Shion. Dès qu'Henry avait rejoint le groupe, il avait commencé à utiliser sa nécromancie pour attaquer le héros, mais cela avait échoué à chaque fois. Maintenant, enfin, il était sur le point d'obtenir toute la gloire et l'argent dont il avait toujours rêvé. Avec seulement ce garçon sans valeur au milieu, il lance alors des shurikens magiques sur Tuka, qui le cloue au mur quand le jeune fermier le confronte à quel point le noble est un individu pathétique de vouloir abandonner son corps. Cela ne fait qu'enrager le seigneur, et il invoque une autre étoile magique et est sur le point de tuer le garçon quand il reçoit un coup de pied à la tête de Yuna. Il est projeté contre le mur, et juste au moment où il se relève pour une autre attaque, la substance gluante violette du monstre le frappe et lui dissout ses vêtements. Il se retourne et voit Henry avec un nouveau diable de compagnie. Elle lui dit que d'autres aventuriers sont revenus pour l'aider et qu'elle s'était immédiatement précipitée vers Tuka pour s'assurer qu'il allait bien. Elle menace le seigneur de partir au plus vite s'il ne veut pas mourir. Le seigneur cependant promet de lui arracher son cœur de cristal magique et invoque d'autres shurikens pour les attaquer, ce qui pousse Tuka à demander à tout le monde de s'enfuir. Il les prend en chasse et leur tire une flopée de ses étoiles qui finissent à ne pas rater leur cible. Tuka fait un geste intelligent pour une fois et transforme son épée en mur, cachant son groupe derrière. Quand ils sont convaincus que la menace est neutralisée, le garçon interroge Henry sur le cœur de cristal. Elle leur dit que les nécromanciens sont en fait des humains nés en enfer. Il y a 3 ans, un groupe d'entre eux avait traversé le monde des vivants et avait subi une persécution massive de la part des humains. Heureusement pour elle, Cheyenne l'avait trouvé et avait été le seul homme à traiter la nécromancienne comme un être humain. Elle s'abandonne ensuite à toute punition que Tuka jugerait appropriée pour une compagne peu fiable comme elle. Cependant, l'idiot voit en elle un immense potentiel en tant que femme quand elle grandira et décide de lui pardonner et de la garder à ses côtés. Plus tard cette nuit-là, il décide tôt de tendre un piège à Kyle et se positionne dans une impasse de manière à être très clairement visible. Le seigneur les remarque, mais au moment où il s'engage sur le pont, il sent qu'ils lui ont tendu un piège. C'est alors que le diable de compagnie lui tire une substance gluante et chaude d'en haut qu'il esquive. Il se retourne immédiatement et lance son shuriken sur le monstre, le découpant en morceaux. À cause de cette surutilisation de sa magie de contrôle des monstres, Henry s'effondre au sol. Tuka jette son épée en signe de reddition et demande à Kyle de tuer Henry et de le laisser partir. Kyle s'approche joyeusement d'eux et ramasse l'épée, seulement pour découvrir qu'il ne s'agit que de la poignée d'une réplique. C'est alors que Tuka révèle son piège et ramasse l'épée originale qui servait de faux pont, faisant tomber le seigneur dans l'eau profonde en contrebas et le tuant. Ils retournent en ville et remboursent une partie de leur dette avec l'argent de la récompense, tandis qu'Anré s'achète de nouveaux bas pour satisfaire les fantasmes de son maître comme une épouse dévouée. Le trio décide d'aller à la capitale pour obtenir de l'argent du roi et continue de se lancer dans de plus en plus d'aventures en chemin pour gagner de l'argent afin de rembourser leurs dettes. Cependant, ce faisant, Tuka perd beaucoup de sa chair, que son corps est incapable de régénérer en raison du manque de mana, et 10 jours après le début de leur voyage, il finit littéralement en squelette. À la manière classique de l'imbécile, il utilise son nouvel avatar pour obtenir une place au premier rang pour le bain de ses compagnes. Yuna aperçoit le squelette et l'a presque enterré quand Henry apparaît et lui dit que c'est leur maître, ce qui lui vaut quelques mots amers de la part de son ami d'enfance. Pendant qu'il parle, Tuka réalise que s'il se présente comme un squelette dans la capitale, ils vont provoquer une panique générale. Il suggère qu'Henry possède le corps pendant un certain temps pour régénérer la chair en utilisant son score de mana incroyable, puis le rendre au garçon. Cependant, elle refuse, car le changement constant de corps pourrait le transformer en un dégénéré encore plus grand qu'il ne l'est déjà. Alors que Yuna et Henry discutent de la possibilité de partir pour plus d'aventures afin de gagner de l'argent, Tuka est frappé par une autre idée folle qui finit par fonctionner d'une manière ou d'une autre. Il transforme l'épée en une forme de visage et y peint des traits avec des couleurs naturelles avant de la mettre comme masque. Il entre au palais du roi sans aucun problème et demande carrément de l'argent au roi pour financer ses voyages. Le roi en rit, pensant que c'est une blague, car Shion n'avait jamais accepté de récompense du roi pour avoir sauvé le monde. Il suppose que le héros est là parce qu'il est enfin prêt à épouser la princesse Marguerite et demande au majordome de montrer à Tuka sa chambre. Il frappe à la porte et dès que la princesse l'ouvre, ses hormones le font transpirer tellement que son visage fond. Ce visage horriblement laid pousse la princesse à refermer immédiatement la porte. Il la convainc de la rouvrir et lui montre son vrai visage, affirmant que c'est à cause d'une malédiction démoniaque. Elle le croit et lui demande s'il est là pour enfin l'épouser.
Quand il refuse, elle lui rappelle la promesse que Cheyenne et elle avaient faite de ne plus jamais se revoir, à moins qu'il ne soit prêt à l'épouser, et lui demande de partir. Tucker se souvient des villageois sanguinaires à qui il doit une dette et accepte de l'épouser pour éviter d'être renvoyé avant que le roi ne lui donne de l'argent. Elle l'invite ensuite à un bal masqué qui aura lieu dans la capitale 2 jours plus tard, et impatient d'avoir son tout premier rendez-vous avec une vraie humaine au lieu d'un radis, il accepte. Elle propose ensuite de lui peindre le visage sur un vrai masque qu'elle possède. Pendant ce temps en ville, Henry se promène avec un casque de chevalier pour cacher son identité de nécromancienne avec Yuna, quand une foule la bouscule et fait tomber son casque. Un type louche le remarque et l'informe de la chasse aux démons qui aura lieu avant la mascarade. Il se présente comme Leland, médecin et directeur de l'orphelinat, et ramène les filles à son orphelinat pour le thé. Il avertit Henry d'être prudente car la ville est à la recherche de nécromanciens. Quand on lui demande la raison de son aide, il répond qu'il aime simplement aider les gens dans le besoin. Henry est submergé d'amour pour cet étranger et est sur le point de révéler leur véritable mission quand Yuna l'arrête et lui dit qu'elles sont là pour augmenter leur mana. Il leur présente un médicament conçu pour augmenter temporairement le mana appelé goutte de soma et demande le corps d'Henry en retour. Quand Yuna lui demande de la prendre, elle, à la place, il clarifie qu'il veut étudier le cœur de cristal magique à des fins médicinales. De retour au palais, le nouveau masque de Tuka est prêt. Après le lui avoir remis, la princesse se met à engloutir un festin entier pour récupérer le mana qu'elle a perdu en le fabriquant. Cependant, même si c'est suffisant pour 10 personnes, ce n'est pas assez pour elle et elle s'évanouit. Il la précipite dans sa chambre où elle est allongée sur son lit. Le garde de la princesse, Isaac, surgit à ce moment précis et déchaîne sa fureur sur le héros, lui reprochant d'avoir oublié que la maladie de Miaz l'empêche de retenir le mana dans son corps. Jess, Ahmad apporte plus de nourriture et des gouttes de sauna qui l'aident à retrouver son énergie perdue. Pendant ce temps, dans les bois, les filles arrivent dans un endroit grouillant de démons pour participer à la chasse. Avant même qu'elles ne puissent se préparer au combat, Cyrilla, l'une des 4 chevalières les plus puissantes du royaume, apparaît et découpe l'énorme démon comme du beurre mou. 2 aventuriers se présentent et proposent d'emmener les filles dans un coin de chasse secret où elles n'auront pas à rivaliser avec les 4 chevaliers pour une place. Ils les mènent à une falaise surplombant un groupe de démons et donnent à Henry un cristal de magie de foudre pour les terrasser. Elle les électrocute tous d'un coup et juste au moment où elles s'apprêtent à récolter leur cœur, les aventuriers révèlent que ces démons n'étaient là que grâce à leur nécromancie. À ce moment-là, 2 démons attrapent les filles par derrière et un homme masqué, l'homme squelette, sort des bois. Styruella revient au palais et informe le roi que les bois ont été nettoyés. Tous les démons sont partis. Elle rapporte ensuite avoir détecté un puissant sort lancé de loin et, en allant enquêter, avoir trouvé de la chair et du sang de démons carbonisés. Cependant, le plus étrange, c'est que tous les cadavres avaient disparu. Cela pousse le roi à envisager d'annuler la célébration, mais Suruella l'assure qu'elle mettra les chevaliers en état d'alerte maximale et utilisera l'aide de Sion. Dans une autre partie du palais, Marguerite montre à Tuba sa nouvelle chambre avant de partir voir son médecin en ville concernant la récente attaque NES. Dès qu'elle part, son cul paresseux se souvient soudain de la vraie raison de sa venue dans la capitale et il se faufile par le balcon pour prendre contact avec Henry et Yuna. Il se renseigne un peu partout et découvre qu'elles ont été vues pour la dernière fois en direction de l'orphelinat. Une fois à l'orphelinat, il est accueilli par la princesse qui s'avère être sous le traitement de Leland. Interrogé sur les aventuriers, Leland dit à Tuka qu'ils sont allés dans les bois pour participer à la chasse aux démons et l'assure qu'ils reviendront. Tuka est soulagé et retourne au palais auprès de Marguerite une fois sa visite chez le médecin terminée. Après leur départ, Liliane descend à la cave et enfile son masque d'homme squelette. Il se rend là où Yuna est enchaînée et lui expose son plan. Transformer tout le monde en squelettes et offrir les parties inutiles, comme la peau et les muscles, aux démons pour vivre en paix avec eux. Il fera porter à Henry toute la responsabilité des enlèvements et la sacrifiera aux masses en colère. Yuna se jure qu'elle aura l'occasion d'utiliser son sort d'amélioration physique pour briser ses chaînes et se force à tenir bon jusqu'à ce que le démon de garde soit distrait. 2 jours plus tard, la princesse se présente enfin à la mascarade royale après avoir fait patienter Tuka un bon moment. La journée se passe à merveille, mais Isaac refuse de lâcher l'affaire et de faire le 3e larron, ce qui lui vaut une gifle de la princesse pour ne pas faire confiance à son futur mari. Alors qu'ils partent, Isaac révèle qu'il sait que ce n'est pas le vrai héros, mais un imposteur et jure de lui faire payer d'avoir joué avec la princesse. Isaac se souvient que Marguerite a toujours été comme sa propre fille pour lui depuis son enfance. Il se souvient comment le roi avait décidé de la marier au héros juste pour que la lignée royale puisse perdurer. De retour au présent, le couple participe à un défi où la princesse doit tirer une flèche sur une pomme posée sur la tête du héros pour gagner une année entière de pommes. À son grand soulagement, elle y parvient sans le tuer et son déjeuner est réglé pour la journée sans que le radin n'ait à dépenser un sou. Suruella les surveille sur ordre d'Isaac quand elle réalise que le héros ne semble pas porter un masque mais un véritable squelette, ce qui éveille ses soupçons. Pendant ce temps, Marguerite, en épouse dévouée, entraîne Tupa dans un endroit secret pour lui montrer plus d'un genre de feu d'artifice.
Le paysan niais est incapable de tenir sa langue et finit par dire des choses qui alertent de la princesse sur le fait que quelque chose ne tourne pas rond. Elle le confronte sur son comportement complètement différent et le fait qu'il n'ait aucun souvenir de leur temps passé ensemble et lui demande qui il est vraiment. À ce moment-là, Isaac et Siruela sortent de leur cachette et forcent le garçon à leur dire la vérité. Quand il avoue, ils le condamnent à mort pour avoir tué leur héros et utilisé la nécromancie pour l'usurper. Il se retourne pour demander l'avis de la princesse, mais elle a disparu. Le traumatisme de découvrir qu'elle est fiancée à ce minable lui a provoqué une crise existentielle et elle court se réfugier dans sa chambre. Elle est arrêtée par Leland qui l'assure qu'elle est en sécurité avec lui et lui demande de raconter ce qui s'est passé. D'autre part, pendant que les deux gardes cherchent la princesse, un chevalier arrive et informe Cyrilla que des dizaines de démons sont soudainement apparus dans la ville. En entendant cela, Tupa se relève et se précipite pour récupérer la princesse. Pendant ce temps, Leland escorte la princesse dans un bidonville où ils sont soudainement encerclés par l'armée de squelettes du docteur. Juste au moment où il s'apprête à la forcer, Tupa arrive sur les lieux pour la sauver. Deux monstres, squelettes, s'avancent pour bloquer son approche, mais il les tue tous les deux d'un seul coup d'épée. Cependant, un autre squelette le percute et le projette contre un mur. Leland réalise qu'il est un imposteur en voyant à quel point il est faible. Alors que Tuka se lance dans un monologue héroïque et se remet sur pied, un squelette l'attaque sournoisement et lui tranche la tête d'un coup d'épée, ce qui fait croire à Marguerite qu'elle va sûrement mourir aujourd'hui. En ville, Siruela saute sur la horde de monstres dont elle avait été informée et les tue tous d'un seul coup d'épée. Elle demande à ses camarades de garder la ville pendant qu'elle part à la recherche de la princesse. Au sous-sol de l'orphelinat, le démon de garde sort déjeuner et l'un des laquais du docteur ouvre la porte de la cellule pour préparer Yuna à son boucherie. La jeune fille en profite pour utiliser sa magie d'amélioration de force et se libère de ses chaînes avant d'assommer le maléfique aventurier d'un coup de poing mortel. En ville, Siruela et Isaac trouvent la tête de Tuka et il leur raconte tout ce qui s'est passé. Il essaie de les guider dans la direction où le docteur l'a emporté, mais Isaac est réticent à croire l'imposteur. Tuka l'assure qu'il veut vraiment sauver la princesse, car c'est ainsi qu'il pourra devenir un vrai héros et sauver sa peau de la mort. Tuka se déguise en soldat de Lilim et ligote les chevaliers pour les emmener au repère du docteur. Une fois en sécurité à l'intérieur, Isaac confesse que c'est de sa faute s'ils sont là aujourd'hui. Il leur raconte comment il l'a soumise à un entraînement intense pour qu'elle devienne la mariée idéale pour Chion, mais qu'en retour, elle a fini par développer l'AM à cause du stress. En parfait crétin qu'il est, Tuka rejette toute la faute sur le garde de la princesse et se déclare exempt de tout reproche. À ce moment-là, le mur derrière lui se brise et un démon projeté par le coup de poing de Yuna atterrit sur le type. Après avoir nettoyé le bazar de Yuna, Tuka lui raconte tout ce qui s'est passé pendant qu'il ligote le maléfique aventurier. Il propose de laisser vivre le type s'il leur dit où se trouve la princesse et terrifié pour sa vie, il accepte. Le groupe décide alors de sauver Henry avant de partir en quête de Marguerite. Ils trouvent enfin la jeune fille ligotée à une chaise dans une pièce cachée du sous-sol et la mettent au courant des détails après l'avoir libérée. Pendant ce temps, dans un coin louche de la ville, le docteur est sur le point de commencer son rituel. Il explique à la princesse qu'il déteste la discrimination basée sur l'apparence, car sous la peau, tous les squelettes se ressemblent. Inspiré par le héros légendaire, il a décidé d'offrir le salut à tous et de créer un monde sans conflit en dépouillant chacun de sa peau. Il avoue ensuite être amoureux de la princesse et que ce rituel glauque est aussi leur cérémonie de mariage. Tout cela est observé par Isaac et Siruela cachés derrière des piliers à l'entrée de la pièce. Le garde du corps est sur le point de passer à l'action après avoir entendu cela, mais la chevalière lui rappelle qu'ils doivent aussi donner une chance à Tuka pour juger s'il est digne. Tuka et ses fangirls se tiennent sur une plateforme au-dessus du rituel et élaborent une stratégie. Henry lui demande de distraire le docteur, ce qui lui donnerait l'occasion de prendre le contrôle de ses squelettes. Juste au moment où le docteur s'apprête à ouvrir la princesse, Tuka descend en rappel avec Henry et Yuna sur son dos et frappe l'original au visage, ce qui brise le bras du pauvre type, mais n'a aucun impact sur le docteur. À ce moment-là, Yuna utilise sa magie d'amélioration et frappe le docteur au visage, le projetant contre un mur lointain. Tuka révèle sa véritable identité à la princesse pendant que le docteur ordonne à ses squelettes de l'abattre. Mais Henry a déjà pris le contrôle des squelettes et aucun d'eux ne l'écoute. Tuka ramasse son masque magique et l'enfile pour profiter des avantages de la vision au rayon X autour des femmes, ce qui lui vaut un coup de pied au visage de la part de Yuna. À ce moment-là, les démons sortent de leur cachette pour attaquer le groupe et le docteur en profite pour s'échapper. Siruela et Isaac demandent aux autres de le suivre et de leur laisser les démons. Yuna utilise sa magie et atterrit sur les épaules du méchant, le projetant au sol. Mais il invoque des mains squelettiques juste à temps pour l'agripper et l'aider à se relever. Il révèle qu'ils sont maintenant dans un cimetière souterrain et lève des tonnes de zombies grâce à sa nécromancie. Il avale aussi beaucoup de gouttes de soma pour pouvoir combattre Amri sous stéroïdes, bien qu'il sache que son corps et son esprit ne pourront pas le supporter.
Il utilise sa magie pour créer des armes et renforcer la puissance de sa nouvelle armée. Henry essaie de les taillader, mais son épée se brise et elle est projetée par la force. Il ordonne ensuite à son armée de capturer la princesse, mais juste au moment où ils la frappent de leurs épées, Isaac s'interpose pour la protéger. Tupa ordonne à son épée de se transformer en mur et bloque complètement l'ennemi pour permettre au groupe de s'échapper par la porte. Une fois dehors, il décide de finir le combat ici et de ne pas le ramener en ville pour éviter d'entraîner les masses dans le conflit. Pendant ce temps, Leland suit la trace laissée par le sang d'Isaac avec son armée. Cependant, il ne réalise pas que le groupe a déjà créé une fausse piste pour les faire tourner en rond. Ce coup étonnamment intelligent fait se demander aux filles qui est vraiment ce garçon. Il leur raconte qu'avant l'ouverture des portes de l'enfer, son père l'avait traîné, lui et sa mère, pour piller une ville incendiée pendant la guerre. Cependant, les combats étaient pires que prévu et sa mère a été tuée tandis que son père a disparu. Il était seul et a dû passer 1 an à fuir et à se cacher avant de pouvoir retrouver le chemin de sa maison. Tout cet entraînement sur le terrain lui a donné le cerveau rusé qu'il a maintenant. Les autres filles sont bouleversées par son passé tragique, mais Yuna les ramène au présent et leur demande de se concentrer sur la tâche à accomplir. Tuka propose de se cacher jusqu'à ce que le docteur manque de mana, mais Yuna lui rappelle qu'il l'a boosté avec du soma, ce qui rend très improbable qu'il en manque de sitôt. Henry leur dit alors qu'il pourrait voler le soma et l'utiliser pour booster le mana de Topher à la place, mais réalise ensuite que le docteur a peut-être déjà utilisé chaque goutte. Isaac prend la parole et rappelle au groupe que le corps de la princesse contient beaucoup de mana en excès à cause de sa MES, et que ses fluides corporels peuvent donc aussi être utilisés pour booster le soma du héros. Ainsi, ils se mettent d'accord pour satisfaire un autre fétiche de Tuka, une fille lui versant du jus dans la bouche pour lui donner le coup de pouce tant nécessaire. Tuka réalise qu'il y a une autre solution juste au moment où le rituel est sur le point de commencer et arrête la princesse. Il souligne que le docteur n'est pas un vrai nécromancien et n'a donc pas de vraie magie. Une fois qu'il réalisera que quelque chose ne va pas, il enverra ses squelettes inspectés et se retrouvera sans défense. Quand Yuna fait remarquer qu'il pourrait garder quelques squelettes pour sa défense, puisqu'il sait que quelque chose ne va pas, Henry répond qu'un humain normal ne peut pas contrôler autant de zombies à la fois. Ainsi, quand il enverra les cadavres au loin, il deviendra à coup sûr une cible facile en raison de son manque de vigilance. Dans une autre partie des bois, Leland commence soudainement à soupçonner que quelque chose ne va pas et utilise sa magie pour inspecter les taches de sang. Il réalise qu'elles sont fausses et commence à envoyer son armée exactement comme les héros l'avaient prévu. La stratégie de Tuka se déroule comme il l'avait planifié et il infiltre avec succès l'armée lorsque le méchant perd sa concentration. Il agrippe Leland par derrière et s'apprête à le poignarder, mais son métal, le docteur lui dit qu'il s'attendait à le voir apparaître et qu'il avait mis un bouclier métallique autour de lui. Il ordonne à ses squelettes d'assassiner le garçon, mais Yuma et Henry les ont déjà tous neutralisés pendant le monologue ennuyeux du docteur. Leland lève son bras avec un cristal pour rappeler le reste des zombies et Tuka tire sur sa manche pour exposer la gemme magique exactement comme il l'avait prévu. Marguerite, qui attend sur une falaise voisine, son arc et sa flèche prêts, tire et brise le cristal. Cela libère les zombies de sa magie et son armée de morts vivants redevient morte. Yuna gifle violemment le docteur au visage et il l'attache à un arbre quand la princesse les rejoint avec son garde. Leur célébration ne dure cependant pas longtemps car bientôt un démon s'approche d'eux tenant une cirouella inconsciente dans sa main. Enright le reconnaît comme un démon de haut rang, quelques instants avant qu'il ne projette un puissant rayon magique sur la princesse. Tuka réagit juste à temps pour la pousser hors de la trajectoire mais se retrouve lui-même sur le chemin du rayon. Cela lui brûle un trou dans le crâne et il tombe immédiatement au sol. Yuna ramasse un cristal tombé à côté d'elle et utilise la magie pour se booster avant de se lancer au combat contre le monstre. Elle lui assène des coups de poing incessants qu'il bloque comme s'il s'agissait d'attaques d'enfants. Elle trouve immédiatement une ouverture et lui assène un coup de pied au visage qui le griffe à peine. Apprenant que Tuka est vivant mais ne tient qu'à un fil à cause de son faible mana et que le docteur n'a plus de gouttes de soma, elle demande à Henry de transférer son âme dans son corps d'origine. Cependant, le nécromancien refuse, affirmant que, vu son état, il dégénérera à coup sûr. À ce moment-là, le démon suprême projette Yuna contre un arbre et tourne son attention vers Henry. Il lui dit qu'elle ne devrait pas ressentir d'émotions humaines comme le chagrin et jure de la ramener aux enfers. Il lui extrait sa conscience pour l'écarter un moment pendant qu'il tue le reste du groupe. Il commence à marcher vers la princesse, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Isaac le repousse d'un coup d'épée. Il demande à la princesse de courir aussi loin qu'elle le peut pendant qu'il occupe le démon. Alors qu'elle s'enfuit, Yuna reprend conscience et sautant sur le démon lui donne un coup de pied à la tête. D'autre part, Marguerite fait de son mieux pour donner un coup de pouce de mana au héros en utilisant ses fluides, mais elle en est incapable à cause de sa nervosité. À ce moment-là, Tuka se réveille et lui demande de réaliser son dernier souhait, la voir en bas. Il perd à nouveau connaissance, mais la princesse lui dit qu'elle a besoin qu'il reste parce qu'elle a en fait développé des sentiments pour ce minable et se met à pleurer pour la première fois depuis des années.
Alors que Yuna et Isaac sont sur le point de perdre, leur mana étant sur le point de s'épuiser, Tuka, qui a complètement régénéré son corps grâce aux larmes de Marguerite, fait une entrée héroïque sur la scène de bataille avec son épée. Le démon lui tire un rayon, mais il transforme son épée en bouclier et le bloque facilement. Il transforme ensuite son épée en une cuisse géante et écrase le monstre dessous. L'histoire de cette bataille et du héros parvient à deux nécromanciens maléfiques dans une autre partie de la ville, Diego et Friedrich, qui sont encore plus excités à l'idée de se venger d'un humain si puissant. Au lendemain de la bataille, Leland est devenu complètement fou à cause d'une overdose de gouttes de soma et est enfermé dans les cellules de la capitale. Suriella est hospitalisé en raison de ses terribles blessures et Isaac est en lice pour le poste de directeur de l'orphelinat. Les pleurs ont libéré 10 ans de sentiments refoulés dans le système de la princesse et ont guéri ses minis, ce qui la pousse à remettre ses gouttes de soma en excès à Tuka. Tuka a finalement accepté son destin de nouveau héros et décide de partir pour refermer les portes de l'enfer. Le roi lui offre un carrosse enchanté pour son voyage, et comme ce chariot nécessite du mana pour avancer, Anrae, qui a le niveau le plus élevé, en devient la conductrice permanente. Alors qu'ils sont sur le point de partir, Isaac s'approche du héros et lui remet une lettre de la part de la princesse. Elle les remercie tous les trois dans la lettre et les informe d'un cadeau qu'elle leur a réservé dans le carrosse. Marguerite elle-même se cache dans la boîte et prévoit de les rejoindre pour le voyage et d'entraîner Tuka à devenir un vrai héros. Cependant, le trio ne prend pas la peine d'ouvrir la boîte pendant des jours, et quand ils le font, ils la trouvent au bord de la famine. 15 jours après le début du voyage, le groupe s'arrête pour camper près d'un lac. Alors que Marguerite l'entraîne au maniement de l'épée, il lui demande si la capitale supportera son absence. Il l'assure qu'Isaac gérera tout en son absence et ajoute qu'elle veut utiliser son entraînement pour combattre en première ligne. À ce moment-là, Henry sort avec une volaille dans la main, et juste au moment où il s'apprête à la cuisiner pour le dîner, Yuna fait remarquer qu'elle porte une lettre de Suriella. Dans la lettre, la chevalière les informe que lorsqu'ils avaient abattu le démon roux dans les bois, l'un des magiciens de la cour avait remarqué une forme astrale volant vers le nord-est. Cela les a amenés à conclure que le démon était contrôlé par quelqu'un de loin, probablement un vrai nécromancien. Elle le charge de se diriger vers le nord-est et de s'occuper de ce nécromancien qui est clairement très dangereux si on le laisse faire. Le héros, cependant, répond à Suriella en lui demandant de s'en occuper elle-même et de le laisser faire les choses plus importantes comme un vrai héros. Plus tard, cette nuit-là, le groupe décide de s'arrêter dans la ville de Morin pour se reposer, où les filles vont se baigner après un long moment. Le bain se transforme en séance de commérage et les filles discutent toutes de leur stupide malchance qui les a fait tomber amoureuses du paysan niais. Yuna se souvient que Tuka n'a jamais montré le moindre intérêt pour elle et sort de leur loge pour calmer sa colère. Elle est soudainement attaquée par des zombies, et alors qu'elle essaie de se défendre, l'un d'eux parvient à la mordre. D'autres zombies apparaissent, et remarquant qu'elle est clairement en infériorité numérique, elle s'enfuit et se cache dans un coin. Juste au moment où sa morsure commence à brûler, Tuka arrive pour prendre de ses nouvelles. Elle s'effondre au sol à cause de la douleur intense et brûlante. Le héros voit les zombies s'approcher d'eux et érige un mur pour les protéger. À ce moment-là, elle commence à se transformer en zombie et demande à Tuka de faire tomber le mur. Une fois qu'il obtempère, elle rejoint les zombies et supplie le héros de fuir en la laissant. Mais Tuka, désespéré de sauver sa meilleure amie, se jette dans la horde pour la ramener, mais une flopée de zombies le cloue au sol avant qu'il ne puisse l'atteindre. C'est alors que Belarco apparaît sur un toit voisin et propose d'aider Tuka s'il admet ne pas être le vrai héros. Ce qu'il fait. L'aventurier saute alors dans la mêlée et la force de son atterrissage met quelques zombies au tapis. Pendant ce temps, les zombies infiltrent aussi les bains et encerclent complètement Anne-Marie et Marguerite. Anne-Marie découvre des cristaux magiques, en utilise un pour invoquer une épée, puis tend l'autre à la princesse. Marguerite s'empare de l'autre et commence à tirer des projectiles magiques sur les zombies, les éliminant un par un. Au moment où le duo terrasse tous les zombies, Tuka arrive sur les lieux avec Yuna sur son dos et les avertit des morsures monstrueuses. Il décide de garder l'état de Yuna secret pour la protéger, incertain de la réaction des filles. Il réalise que courir jusqu'à la calèche est impossible car trop loin, ce qui les expose au danger d'être mordus. Tuka déclare vouloir rester ici quoi qu'il arrive jusqu'à ce qu'il découvre la cause de ce chaos et y mette fin. Belarco, posté dans l'embrasure, entend tout et leur dit de commencer par le manoir du maire car c'est là que se trouvent les survivants. Dès que le héros escalade les hauts murs du manoir du maire, les survivants retrouvent de l'espoir. Les anciens compagnons de Leland, Colin et Negan sont parmi eux et décident de se venger du héros pour leur défaite passée. Ils remarquent Yuma et réalisent aussitôt qu'elle a été mordue, insistant pour l'examiner. Le héros proteste, confirmant leurs doutes, et il déclare qu'elle doit être tuée car elle représente un danger pour tous. Quand le public hurle son soutien, les aventuriers renégats s'avancent pour la tuer. Au moment où Colin s'apprête à l'abattre de son épée, Tuka décuple sa force, les frappe au visage et les met KO. Le public commence à protester contre le héros, mais il tire son épée et leur dit qu'il protégera les siens quoi qu'il arrive. C'est alors que Yuna se réveille et se jette sur Tuka, le projetant au sol.
Il tente de la repousser, de la ramener à la raison, mais rien n'y fait. Henry utilise sa magie pour prendre immédiatement le contrôle de Yuna et parvient à convaincre les citoyens effrayés que Yuna n'a qu'un simple rhume. Plus tard, quand le groupe est seul dans une pièce, Anne leur tend un cristal qui leur permet de voir l'âme de Yuna. Ils y remarquent un sortilège qui a supprimé son âme et lui a ôté toute logique. Puisque le sort affaiblit l'âme de la cible, elle devient quasiment un cadavre, facile à contrôler par nécromancie. Ils décident de partir à l'aube pour trouver le lanceur du sort et détruire son cristal afin de libérer leur ami. Pendant ce temps, pour garder Yuna sous contrôle pour la nuit, Henry suggère de la posséder. Cependant, Tuka lui demande plutôt de l'aider à posséder son corps, car Henry est la seule à pouvoir gérer les zombies Iyadozi qui pourraient les attaquer. Au milieu de la nuit, un diable géant apparaît et démolit le mur du maire. Le groupe est réveillé par le vacarme et en descendant voir ce qui se passe, ils constatent que des zombies ont infiltré le manoir. Henry en retient quelques-uns par nécromancie pendant que les autres s'échappent. Il court dans une pièce où il voit le maire acculé contre un mur par un démon. La princesse utilise son arc magique pour tirer une flèche de glace qui tue le démon sur le champ. Le maire conduit ensuite les survivants par un passage secret vers une pièce blindée. Il explique au groupe que la conversion a commencé il y a 3 jours mais qu'il n'y avait pas prêté attention. Soudain, c'est devenu la vague actuelle et il ne sait plus quoi faire. Margaret s'avance et l'assure qu'ils aideront à ramener tout le monde à la normale, avant de se demander si un diable est derrière ces attaques. Henry confirme, disant que cela ressemble au travail d'un diable de haut rang. Tuka utilise alors la magie pour localiser les diables et il prévoit de les prendre en embuscade en force. Cependant, au moment où il s'apprête à partir, la pièce commence à trembler et Tuka détecte des signatures de menaces se rapprochant d'eux par le dessous. Avant qu'ils ne puissent réagir, 3 démons défoncent le plancher et entrent. L'un d'eux tente de transpercer le héros de ses tentacules, mais rien ne lui arrive car il se régénère facilement des attaques standards. Negan poignarde un des diables de sa lance, mais cela provoque une explosion qui le projette contre un mur et le fait s'évanouir. Un autre monstre s'empare de Marguerite, mais elle parvient à utiliser un sort pour s'échapper et sauter au loin. Ils décident de battre en retraite pour l'instant, mais un monstre les poursuit. Colin duplique son corps par magie et laisse derrière lui son double, ce qui choque le monstre dès qu'il entre en contact. Il tombe au sol mais parvient à se relever. Galarco s'avance pour s'en occuper, mais le démon tombe soudainement sous le sort de zombification et se déchaîne. Il projette le lancier du pont dans l'eau. Tupa ordonne à son épée de grandir et elle s'exécute, coupant le démon en 2. Cela surprend tout le monde car il n'aurait pas dû pouvoir le faire dans le corps de Yuna au lieu de celui de Shion. La princesse lui dit que cela signifie qu'il est devenu le véritable héros légendaire. C'est alors que le démon se régénère et s'abat sur le garçon qu'elle parvient à bloquer juste à temps. Honrai utilise sa magie pour le maintenir en place pendant que Tupa tire sur sa tête pour l'affaiblir. Colin frappe ensuite le monstre avec sa magie de foudre, ce qui paralyse le démon. Nager et Colin poignardent alors le monstre ensemble et le défont finalement. Colin regarde dans la pièce et réalise que le diable de haut rang, qui lançait le sort, a utilisé la bataille comme une diversion et une inondation. Au moment où il s'apprête à entrer pour jeter un œil, un zombie surgit et manque de lui arracher la jambe. Il remarque une tonne de zombies prêts à attaquer et s'enfuit de la pièce, demandant à Tuka de bien refermer la porte derrière lui. C'est alors qu'ils aperçoivent le diable de haut rang dans les rues. Marguerite tire une flèche et Tuka frappe de sa gigantesque épée au même instant, mais le monstre parvient à esquiver les attaques. Colin utilise alors l'épée comme tremplin et saute dans la rue. Au moment où il est sur le point d'atteindre le monstre à portée d'attaque, une flèche surgit de nulle part et lui transperce l'abdomen. Diego sort d'une ruelle sombre et affirme être celui que le diable sert. Il leur dit que c'était lui qui possédait le diable de haut rang qui travaillait avec les Landes. Henry décide soudain de devenir la fan inconditionnelle, la plus dévouée qui soit, et finit par révéler toutes les statistiques et secrets de son maître à Diego, pensant qu'elle ne fait que louer Tuka. Après avoir appris que Tuka a tué Siam, Diego se demande si le garçon est de leur côté et veut détruire l'humanité. Il propose à Henry et Tuka de rejoindre sa bande de nécromanciens qui cherchent à se venger de leur mauvais traitement et veut s'assurer que le monde soit rempli de monstres. Henry refuse, disant qu'elle a promis de sauver le monde, et Tuka et Marguerite interviennent, lui demandant d'abandonner l'idée de vengeance et d'en discuter plus tôt avec le roi. Même s'ils promettent de l'aider avec leur influence, Davil se moque, trouvant l'idée ridicule et irréalisable. Il semble avoir oublié que les démons sont les véritables ennemis du nécromancien. Il utilise ensuite sa magie oculaire pour localiser les survivants cachés au loin et les transforme en zombies pour les appeler à son aide. Colin tente de le frapper de son éclair, mais le 6e sens du nécromancien le détecte à l'avance et il ordonne aux démons de le protéger. C'est alors que Tuka voit bien trop de zombies pour Abiperzo pour qu'il puisse les gérer et transforme son épée en mur pour les bloquer. Diego invoque alors une hache pour tuer le gars, mais le héros le distrait en engageant des conversations aléatoires.
Il commence à bluffer et demande à Diego de libérer les humains immédiatement s'il veut vivre. Tandis que Diego gobe son baratin, il dit qu'il pourra toujours battre en retraite après que le mur cède et que les zombies les attaquent. Alors qu'il attend que les zombies démolissent le mur morceau par morceau, il est soudainement renversé par quelque chose venant de derrière. Tuka révèle qu'il avait demandé au maire d'aller chercher la calèche enchantée pendant qu'ils occupaient les méchants. Il demande ensuite à Henry de prendre le contrôle des zombies avec sa nécromancie. C'est alors que Diego se relève, à la surprise générale malgré le coup violent, et rappelle à Henry que son mana s'épuisera vite à force de contrôler autant de monstres à la fois. Cependant, le maire appelle ses renforts, qui s'avèrent être la légendaire héroïne Millie, également la sœur cadette de Yuna. Elle est accompagnée de son groupe, qui inclut aussi leur père, Fieri. Millie frappe Daima de son épée sacrée, mais il la bloque avec sa hache. Fieri ne lui laisse aucun répit et déchaîne une colonne de foudre sur lui. Sa compagne sorcière, Dorothy, utilise sa magie pour soulever le nécromancien dans les airs et le projette au loin. Fieri se précipite alors pour abattre le diable, mais Diego, qui semble immortel à ce stade, apparaît et blesse la main de Fieri. Le nécromancien invoque alors un géant volant et s'échappe après avoir dit aux héros que le sort allait bientôt commencer à transformer les infectés en diables. Marguerite propose d'attirer les zombies dans une pièce et de les y enfermer, pendant que Shannon, la guérisseuse de Millie, examine les blessures de Colin. Cependant, le sort est trop puissant pour qu'elle puisse l'inverser, et la transformation de l'aventurier en diable est désormais inévitable. Colin remet alors tous ses cristaux et outils magiques à Tuka avant d'abandonner et de lui faire promettre de tuer tous les démons pour lui. Le lendemain matin, Tuka et son équipe envoient le maire à la capitale pour rapporter tout ce qui s'est passé. Ils jurent de tuer le démon avant que quiconque ne se transforme, tandis que Colin et Negan restent pour garder la ville. Tuka rappelle au groupe l'objet astral dont Tiruella les avait informés et décide de suivre sa trace jusqu'à Elvania, sa ville natale et celle de Yuna. Pendant que le groupe de chasseurs de diables voyage en calèche, ils décident de faire les présentations, révélant que Fiera était l'un des 4 chevaliers. Il fut exilé de la capitale il y a 4 ans pour son obsession des gros nichons féminins. Ils apprennent aussi que Dorothy faisait partie du groupe de Millie, ce qui effraie Tukup, car il se souvient que Cheyenne était la seule à l'avoir accepté. Quand ils interrogent le héros sur son comportement étrange, il parvient à les convaincre de quelques balivernes, comme quoi il ne parlera pas tant que la porte de l'enfer ne sera pas scellée, etc. De nulle part, la promesse de Tuka d'épouser Millie suite à sa défaite en duel contre elle refait surface, ce qui met la princesse en rogne. Fury est furieux que ce paysan idiot ait autant d'influence sur ses filles et ordonne à Yuna de retourner au village une fois le créateur de zombies abattu. Elle proteste, rappelant à son père son rêve de devenir mage, mais il détruit son rêve en disant qu'elle n'a aucun talent magique. Au moment où Tuka se remet de l'agacement que Fieri lui cause et s'apprête à demander l'histoire derrière le statut de héros légendaire de Millie, la calèche s'arrête brusquement à cause d'un énorme rocher bloquant le chemin. Diego a approché autant de gens qu'il a pu et leur a demandé de traquer le héros, et c'est un piège tendu par l'un de ses gangs pour tendre une embuscade au groupe. Un monstre scorpion géant saute au sol devant la calèche et Shan inverse immédiatement le véhicule aussi vite qu'elle le peut. Ils tentent de s'échapper par un autre chemin, mais finissent par tomber dans un autre piège, ce qui les fait chuter de la falaise. Tuka parvient à transformer l'épée en coussin juste à temps, et personne du groupe n'est blessé par la chute. La confusion de Millie face à l'utilisation de l'épée sacrée par sa sœur est de courte durée car la princesse remarque sur sa carte qu'ils sont près d'une petite ville. Ils décident de s'y rendre pour trouver un nouveau véhicule ou réparer celui-ci. En marchant, la visibilité chute soudainement à cause d'un épais brouillard. Millie le dissipe d'un coup d'épée et, avec une confiance excessive et désinvolte, continue son chemin. Elle ne remarque pas un autre piège et manque de se faire empaler par un pieu en bois qui s'abat sur elle. Un épais brouillard recommence à tout recouvrir quand Millie entend un diable l'appeler. Elle retourne en courant vers le groupe et les en informe, ce qui pousse le groupe à se cacher dans leur calèche jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de voir malgré le brouillard. Ils se tiennent prêts, protégeant le corps du héros, tandis que tout cela est observé par une nécromancienne se tenant à proximité. Elle utilise son brouillard magique pour camoufler un monstre et le fait s'approcher furtivement pour attaquer la princesse. L'attaque lui transperce le torse et elle tombe au sol face contre terre. Quand Tuka entend le vacarme, il regarde autour de lui du mieux qu'il peut et découvre que tous ses compagnons ont subi le même sort. C'est alors qu'un drap blanc est jeté sur lui. Les diables, avec leur chef, descendent pour l'affronter et il promet son épée sacrée en échange de sa vie. Pour prouver son sérieux, il jette l'épée aux pieds de la nécromancienne, mais elle revient sur sa parole et demande à ses subordonnés de le tuer quand même. Tuka demande alors à Henry de prendre le relais et un diable en tue un autre sous son contrôle. Il révèle qu'Henry avait déjà pris le contrôle du diable qui tuait tout le monde. La princesse avait tué le diable qui l'avait attaqué par surprise, aidé par Tuka qui gardait constamment un œil sur le chef. Ils ont simulé la défaite pour l'attirer, alors que Tuka la taquine pour qu'elle cède à ses fantasmes un peu tordus. Il remarque que la méchante est son ancienne maîtresse. Le héros ne peut contenir son excitation et révèle accidentellement à tout le monde qu'il est celui qui est dans le corps de Yuna.
Anne-Ray et Marguerite mettent les nouveaux arrivants au courant de ce qui s'est passé et Tuka commence à leur raconter l'histoire de sa rencontre avec Ethel. Après la mort de ses parents, alors qu'il rentrait à Elvania, il est tombé dans l'un des pièges de sa maîtresse. Elle l'a découvert quelques jours plus tard et l'a ramené chez elle pour le soigner. Une fois rétabli, il a supplié Ethel de le ramener à Elvania et en chemin de lui apprendre à fabriquer des pièges aussi impressionnants que les siens. Cependant, elle refuse, disant qu'elle est une fugitive recherchée avec une énorme prime sur sa tête et que l'accompagner ne ferait que mettre le garçon en danger, mais il continue de la suivre jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter. De retour au présent, il lui demande la raison de sa présence du côté des monstres. Ce à quoi elle répond que le fait d'être à la porte de l'enfer quand elle s'est rouverte a changé sa perspective. Elle leur demande d'y aller et de voir par eux-mêmes de quoi elle parle, puis s'éloigne avec l'épée sacrée. Tuka l'arrête et lui demande de les rejoindre à la place, et quand elle refuse, il lui dit qu'il a caché un sort de foudre dans la poignée de l'épée qui lui brisera le bras. Elle jette l'épée et, impressionnée par son élève, accepte sa défaite et accepte de les aider. Elle les informe d'un atelier d'artisans magiques tout proche où leur calèche peut être réparée et doit offrir à Tuka un coup d'œil à ses atouts en guise de punition pour les dégâts causés. Pendant ce temps, en route vers la capitale, le maire rencontre quelques diables dont Bilarco se charge. Il conduit ensuite le lancier à une grotte où il dévoile son bateau, avec lequel il compte se rendre à l'auberge de la capitale. Pendant ce temps, le groupe avec Ethel et ses diables de compagnie arrive chez l'artisan qui leur demande juste de ficher le camp et de le laisser profiter de sa retraite. Ethel commence alors à crocheter la serrure de la maison pour voler une autre calèche magique malgré les protestations de tous. Dès qu'elle ouvre la porte, ils sont accueillis par le vieil artisan, debout, une lance à la main. Cependant, le délinquant est distrait par les formes généreuses de Yuna et finit par faire des remarques déplacées sous prétexte de mauvaise vue. Ethel le présente comme Leto, le grand-père de Sion, et comme il sent l'aura de Sion autour d'eux, il les invite à prendre le thé. Après avoir examiné leur véhicule, il leur dit que les dégâts étant sérieux, il lui faudra 2 jours pour le réparer. Cependant, Margaret décide de montrer ses talents d'apprentissage rapide, dévore les livres de l'artisan et propose de l'aider pour les réparations. Tuka saisit cette occasion pour interroger à nouveau Millie sur son statut de héros légendaire, mais elle hésite à révéler son secret devant Ethel. La curiosité de la maîtresse grandit et elle promet de leur donner des renseignements sur l'ennemi en échange, ce qui les fait accepter. Millie leur dit que son épée sacrée est une création humaine et que 3 autres épées de ce type existent. Bien que ces épées ne soient pas assez puissantes pour sceller la porte de l'enfer, elles peuvent tuer le Seigneur des Ténèbres et ses généraux infernaux contre le pouvoir régénérateur desquels aucune arme ordinaire ne fonctionne. Comme promis, Ethel partage son information et leur dit que les nécromanciens maléfiques ont les corps des généraux en leur possession et ont posté plus d'1 millier de diables qui les attendent à Elvania. Elle leur conseille de contourner Elvania et d'aller directement à la porte, mais Tuka répond que même s'il ne se soucie pas de l'humanité, il y a une personne qu'il fera tout pour sauver et par conséquent s'assurera que tous les diables soient tués. Plus tard ce jour-là, Millie et Tuka sont seuls au bord d'un lac quand elle lui demande si la personne qu'il essaie de sauver est sa sœur. Il acquiesce et lui parle de son état actuel. Il lui demande ensuite l'histoire derrière l'obtention de son épée et elle lui dit qu'elle l'a gagnée lors d'un tournoi. Elle le défie ensuite en duel pour le bon vieux temps. Avec leur futur mariage en jeu, il tente de protester sans nuire à son image de mâle alpha, mais elle commence à lui tirer des projectiles, ce qui lui fiche une peur bleue et le fait s'enfuir. Quand elle refuse d'arrêter, il décide de riposter, mais il manque de mana et son épée devient molle. Millie le tient au sol quand il accepte la défaite et commence à plaisanter. Cela blesse Millie et elle le confronte à la réalité qu'il est trop faible pour aider sa sœur. Il l'assure qu'il manque peut-être de force mais qu'il peut utiliser son cerveau de filou pour les sauver. Cela rappelle à Millie sa conversation avec Sion où le héros avait avoué qu'il avait pu les sauver il y a 3 ans grâce au piège de Tuka qui lui avait fait gagner du temps. En écoutant ses louanges, Tuka est submergé par ses hormones et se faufile vers un endroit où il peut être seul et profiter du corps de Yuna. D'une manière ou d'une autre, il se réveille soudainement à Elvania dans le passé sans aucun souvenir de ce qui a causé cela. Il essaie de semer le trouble, pensant que cela le renverra, mais personne dans ce monde n'y réagit. C'est alors qu'il se souvient que c'était le jour où il a rencontré Yuma pour la première fois et court vers le lieu de la rencontre. Comme prévu, la fille apparaît et après lui avoir parlé un moment, il réalise que seuls les étrangers agissent bizarrement dans ce monde. Elle s'éloigne ensuite pour leur chercher de la nourriture pendant qu'il réfléchit aux moyens de profiter facilement d'elle dans ce monde. C'est alors que la voix de Yuna adulte le menace de laisser la jeune version d'elle tranquille. Il suit la voix et tombe sur Yuna adulte assise parmi les arbres. Elle lui dit que c'est un faux passé créé par magie. Elle lui explique qu'elle est comme un fantôme dans ce monde et que personne ne peut la voir ni la sentir. Il réalise donc finalement que ce monde est fait des souvenirs de Tuka et que Yuna a été aspirée parce que son âme était dans son corps avec celle de Tuka. Il se creuse les méninges pour quitter ce monde au plus vite. Le garçon propose alors de s'éloigner de la ville vers un endroit qu'il n'a jamais vu. En chemin, il lui demande comment elle connaissait son nom lors de leur première rencontre. Elle lui répond qu'elle le voyait souvent seul, l'air d'un pauvre type un peu paumé, et qu'elle s'était renseignée sur lui avant de se décider à lui donner un coup de main.
C'est alors qu'ils arrivent dans un endroit entièrement blanc. Quand Tupa essaie de le toucher, sa main le traverse. Il décide d'aller explorer l'autre côté, s'accrochant à une corde que Yuna tient fermement à l'autre bout, juste au cas où. Mais la force de sa traction l'entraîne elle aussi et elle tombe dans sa maison d'enfance, où elle est assise avec sa sœur et Tuka pour le thé. Il s'empresse ensuite de chercher un autre espace blanc, comprenant que le temps avance à chaque fois qu'il en traverse un. Après pas mal de sauts, ils atteignent la ligne temporelle d'il y a 5 ans, quand Tuka était sur le point de quitter l'Albanie avec son père pour attaquer le village détruit. Le saut suivant les mène au jour où son père a disparu et où sa mère est sortie chercher des médicaments pour lui avant de mourir. Il décide de défier le destin cette fois-ci et se précipite pour la sauver à temps, malgré les protestations de Yuna. Il entre dans la ville et trouve sa mère étendue sur le sol. Il s'approche d'elle et elle lui tend la lettre de Yuna, s'excusant de ne pas avoir pu le protéger avant de mourir dans ses bras. Le lendemain, en quête de l'impasse blanche, ils doivent traverser un champ de bataille actif et finissent par arriver à la porte de l'enfer. Ils la voient s'ouvrir et des monstres en sortir, alors ils s'enfuient pour se mettre à l'abri. Juste au moment où Tuka s'apprête à continuer son chemin vers la porte blanche, Yuna remarque une blessure sur son flanc et l'interroge à ce sujet. Quand il lui dit de ne pas s'en faire, elle lui répond que même si son âme a été prise par le diable, elle peut toujours tout entendre et tout voir. Elle avait surpris la dernière conversation entre Millie et lui, et elle s'excuse de l'avoir toujours tenu pour acquis. Cela le pousse à lui dire qu'il y a des années, quand il était coincé seul dans cet endroit et qu'il avait presque abandonné, c'est sa lettre qui l'avait motivé à continuer. Il lui dit qu'il l'a peut-être sauvé une fois, mais que c'est elle qui le sauve depuis le jour de leur première rencontre. Leur doux moment est interrompu par une étoile filante qui s'écrase près d'eux. Quand la fumée se dissipe, il voit que c'est un démon de haut rang qui n'a jamais fait partie des souvenirs de Tupa. Il révèle qu'il a créé ce faux monde parce qu'il a un fétiche pour les souvenirs humains. Il entre habituellement dans les souvenirs pour dévorer ses victimes quand il se lasse de leur passé. Cela pousse le héros à saisir la main de Yuna et à courir aussi vite que possible pour échapper au diable. Quand le diable lui dit que la seule issue est de le vaincre, il accélère pour atteindre le moment où il était à son apogée le plus vite possible. Il saute de souvenir en souvenir et rencontre Cheyenne et Kyle en chemin, à qui il demande de vaincre le diable. Mais comme ce ne sont que des souvenirs, le monstre les met hors de combat sans effort. Finalement, quand ils sont au meilleur de Tuka, le diable lui dit qu'il mange des âmes pour se nourrir, ce qu'il ne peut faire qu'à travers les souvenirs. Son corps original est sans défense dans le monde réel et le vaincre depuis l'extérieur annulerait le sort sur Tuka. Mais comme ils combattent tous les démons fraîchement libérés en ville, personne ne viendrait le sauver de l'extérieur. Tuka transforme son couteau sous diverses formes, mais le démon les esquive toutes, puisque c'est un monde de sa propre création. Il profite alors du fait que le démon ne peut pas voir Yuna, et elle monte sur son dos pour améliorer ses attaques et les contrôler. De cette façon, le démon ne pourrait pas les prédire en lisant les pensées de Tuka. Il sort son coup classique et fait grandir son épée en une cuisse géante qu'il abat sur le démon et le tue. Tuka est libéré du sort et se réveille dans le monde réel, dans le corps de Yuna, à côté du démon. Il regarde autour de lui et remarque le fantôme de Yuna debout près de lui. Juste au moment où il s'apprête à lui parler, le reste de la bande accourt et lui parle d'une infiltration de démons dans leur base. Ils lui disent que tous les monstres ont été tués et que la calèche est maintenant prête à partir. Pendant ce temps, les guerriers magiques d'élite, envoyés par le magicien de la cour, ont enfin réussi à localiser le repère de Diego et Friedrich et ont atteint l'endroit. Tuka est forcé par Yuna de retourner dans le corps de Sion, et pendant qu'ils se chamaillent, les autres filles le regardent comme s'il était devenu fou. Il clarifie qu'il parle au fantôme de Yuna, que lui seul peut voir. Henry utilise sa magie de détection de signature de mana pour vérifier pourquoi cela s'est produit. Elle leur dit que le partage d'un corps pendant si longtemps a créé une connexion entre leurs âmes. Ils attachent ensuite le corps de Yuna et le cachent dans un coffre de la calèche pour empêcher Fieri de le trouver. Il prévoit de lui dire qu'elle est retournée au village, mais à ce moment-là, Tuka réalise que l'homme se tenait derrière lui et avait tout entendu. Pendant ce temps, durant son voyage vers la capitale, le maire confesse à Villarco qu'initialement, il n'avait développé la ville que pour augmenter sa propre richesse personnelle. Mais finalement, les gens ont commencé à l'aimer et à le respecter, ce qui l'a vraiment poussé à se soucier d'eux. Ainsi, il veut faire tout ce qu'il peut pour sauver ses concitoyens. C'est alors qu'ils atteignent les rives de la capitale, mais Villarco se demande s'ils arriveront à temps. Dans le repère du seigneur maléfique, Friedrich réprimande Diego pour avoir envoyé des assassins au hasard, rendant leurs ennemis plus forts par la même occasion. Diego commence à le convaincre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter quand les guerriers magiques traversent le plafond et sautent sur le sol devant eux. Leur commandant, Levin, coupe immédiatement la tête de Diego et l'équipe en profite pour encercler Friedrich. C'est alors qu'un de ses coéquipiers est transpercé en plein cœur et la tête de Diego commence à se rattacher à son corps, utilisant le pouvoir d'un des généraux infernaux. Elle lui coupe ensuite la main qui tient le cercueil avec le corps du général, mais il la repousse d'un coup de poing et se rattache. Une des guerrières essaie de poignarder Friedrich avec son bâton, mais le vilain invoque juste un trou noir qui l'aspire et fait tomber 2 épées à travers son bras. Il tire sa véritable épée sur elle et la fait supplier pour sa vie.
D'un autre côté, 3 guerriers essaient de combattre Diego quand il invoque soudainement un des généraux au combat pour les tuer tous. Le roi, le magicien en chef et Suruela regardent tous leurs guerriers se faire tuer depuis la salle du trône. Le roi déclare en mars à Elvania d'arrêter la force maléfique avant qu'elle n'atteigne la capitale, juste pour être interrompu par Bellarco et le maire. Le maire l'informe de tout ce qui se passe à Moran et lui dit que le héros est en Elvenia avec son groupe. Il lui demande d'envoyer des renforts dès que possible. Quand le roi leur dit que rassembler une force de combat prendra du temps, le maire tombe à genoux et le supplie de sauver ses citoyens. Cyrilla demande alors sa permission de prendre les chevaliers et de demander à Kyle de les rejoindre, ce à quoi il n'a d'autre choix que d'acquiescer. Pendant ce temps, Féeri pardonne au héros d'une manière ou d'une autre, et l'artisan construit un émetteur-récepteur magique pour que le groupe puisse communiquer sur de longues distances en bataille. Le groupe se sépare d'Ethel et se met en route, mais Ethel réalise qu'elle a développé un petit faible et saute dans la calèche avec eux. La force du roi a également commencé son voyage sur leur énorme navire vers Elvania avec Kyle à bord. Il est toujours déterminé à tuer Tuka et à devenir le héros lui-même. Il veut abattre les généraux seuls et s'approprier toute la gloire. Le groupe du héros atteint Elvania, mais avant qu'ils ne puissent entrer par les portes de la ville, l'ennemi commence à leur lancer des projectiles. Tuka lève un bouclier et les dévie tous, permettant à la calèche de passer les portes avec succès. Une fois à l'intérieur, ils voient des milliers de démons les attendre. Alors qu'il s'engage dans une joute verbale avec le squelette possédé par Diego, Ethel le poignarde soudainement dans le dos avec une épée imprégnée de mana et il tombe au sol dans une mare de sang. Diego utilise sa magie de détection de mana pour confirmer que l'âme de Tuka est détruite et permet à Ethel de transporter le corps du héros jusqu'à Friedrich. Pendant ce temps, Tuka a infiltré le château dans son corps original avec l'esprit de Yuna à ses côtés. Tout cela faisait partie d'un plan qu'Andry avait mis en œuvre pour la magie de possession juste avant qu'Ethel ne le poignarde, ce qui a permis à son âme de s'échapper. Juste au moment où le duo s'apprête à partir, Andry apparaît et insiste pour qu'il la laisse les rejoindre et l'aider à Tuka. Juste au moment où ils atteignent le centre de la ville, Tuka s'effondre et son nez commence à saigner. Avant qu'il ne puisse y penser davantage, 2 gardes démoniaques apparaissent, ce qui le pousse à utiliser son épée pour se camoufler. Une fois les 2 gardes assez proches, Anne-Marie utilise sa magie pour transférer Tupas et son âme en eux et il l'attache pour la déguiser en captive. Ils se dirigent ensuite vers la zone de la porte principale où quelques citoyens sont attaqués par les démons. Cependant, ils ne peuvent pas se lancer dans la bataille car cela révélerait leur couverture. Comme les corps qu'ils ont possédés sont ceux de démons de Baran et que personne ne les écoutera, Tuka attache un tissu rouge autour de son visage pour se déguiser en démon de haut rang. Il se rend sur les lieux et distrait les démons pendant un moment, durant lequel il parvient à chuchoter aux filles qu'il est en fait humain et leur demande de faire gagner du temps au groupe. Il retourne ensuite auprès d'Anria et Yuna quand soudain, 2 démons de Baran s'approchent d'eux. Ils leur disent donc que les démons ne torturaient jamais les humains avant l'arrivée de Diego. Ils leur racontent que leur reine Adèle leur a appris à ne tourmenter personne et lui demandent de la sauver du contrôle de Diego. Ils le mènent à elle et quand ils entrent dans la salle du trône, ils voient que la reine est la même diablesse qui a transformé les humains en zombies. Tuka se présente comme un vagabond et propose de l'aider à vaincre Diego et à construire un monde paisible. Mais elle hésite car cela conduirait Diego à anéantir la moitié de son peuple. Il la convainc et lui demande de le rejoindre pour persuader Diego. Il la fait s'approcher de lui et baisser sa garde, et dès qu'il en a l'occasion, il touche son front et lance un sort qui l'endort. Il écrase les 2 démons de Baran et est sur le point de couper Adèle en 2 quand un portail s'ouvre sous lui et l'attire avant de découper le corps du diable en morceaux. Henry parvient à rappeler l'âme de Tuka juste à temps, alors que Friedrich entre dans la pièce par un portail dans le mur. Anne-Marie est surprise de voir son frère encore en vie après si longtemps. Diego observe tout cela se dérouler et ordonne à son armée d'entrer et de traquer le héros. Missy s'inquiète et prend des nouvelles de Tuka via le talkie-walkie magique. Il lui assure qu'ils vont bien et lui demande de continuer à leur faire gagner du temps. Elle est soudainement attaquée par une substance démoniaque violette et ses vêtements qui brûlent attirent l'attention de ces monstres un peu idiots. À l'intérieur du château, Friedrich demande à sa sœur la raison de son alliance avec le héros, soupçonnant un coup fourré de la part du garçon. Elle lui répond qu'il n'en est rien et qu'elle est avec lui de son plein gré. Elle lui rappelle la persécution que leur race a subie il y a 3 ans et lui demande d'arrêter de devenir lui-même le méchant. Friedrich leur dit que nuire aux innocents n'a jamais été son but. Il veut juste se débarrasser d'une capacité et de la classe dirigeante afin que les nécromanciens puissent devenir les dirigeants et faire du monde un endroit paisible pour leur race. Toutes les victimes innocentes ne sont qu'un sacrifice nécessaire pour atteindre cet objectif, et le bien commun est bien plus important que cela. Il rappelle ensuite à Henry que le gars qu'elle aide en ce moment est la même personne qui a tué son sauveur qu'elle admirait tant. Elle lui dit que ce n'était qu'un accident et que Tuka l'a sauvé plusieurs fois et l'a accompagné pour l'aider à tenir sa promesse sans aucune plainte. C'est alors que Diego fait irruption à travers le mur, le général à ses côtés, et l'exhorte à tuer sa sœur. Il ordonne à son familier d'absorber la magie de la reine démoniaque endormie afin que les zombies ne redeviennent pas humains.
Maintenant, s'ils veulent libérer les gens, le héros et son groupe devront tuer Diego. Pendant ce temps, le reste du groupe parvient à attirer les démons dans les pièges tendus plus tôt par Tuka. Tuka et les filles s'enfuient, essayant d'échapper au général. Quand Diego bloque leur évasion, Tuka lui demande de lui rendre son épée et de l'affronter en duel loyal. Il essaie de le provoquer pour qu'il accepte, mais Friedrich avertit son compagnon du genre de filou qu'est le héros. Tuka répond qu'il aurait pu les piéger déjà s'il l'avait voulu. Il ajoute qu'il veut juste la satisfaction de les démolir pour avoir blessé Yuna. Diego tombe dans le panneau et propose un duel à mort au sommet de la tour sacrificielle du dieu de l'eau. Pendant ce temps, Ethel apprend le duel et lève son armée de démons pour soutenir son élève. Au sommet de la tour, le duel est sur le point de commencer quand Diego possède le corps du général et décide de se battre dedans. Tuka agrandit son épée, mais le monstre s'avère plus rapide qu'il n'y paraît et s'écarte pour apparaître juste derrière le héros. Diego percute le garçon et le projette contre le mur. Diego s'approche du héros pour lui porter le coup final, mais tombe soudainement dans un piège que le rusé fermier avait tendu. Le démon tombe à l'intérieur de la tour, où Ethel l'attend avec sa propre armée de démons ainsi qu'Henris. Ils lui lancent tous des éclairs ensemble, ce qui met à rude épreuve les capacités de régénération du monstre. Sur le toit, Friedrich tire son épée, mais avant qu'il ne puisse faire un mouvement, Anne-Marie fait en sorte que le corps de Shan le mette à terre d'un coup de pied. Elle demande à Uka de posséder le corps de l'ancien héros et d'utiliser la puissance combinée pour achever DMO. Il boit des gouttes de soma et saute dans la bataille, poignardant le monstre immobilisé avec une épée géante. Au moment où il atterrit, son bras armé est coupé et Diego se tient là sous sa forme monstrueuse. Il lui dit que la magie d'absorption du général a empêché toutes les attaques du héros de l'atteindre. Il a fait semblant d'être touché par la magie de la foudre juste parce qu'il était curieux du plan du héros. Tuka fracasse son épée dans un pilier pour retenir Diego un instant et se retire pour élaborer un nouveau plan. Il court vers Andrea et Yuna et demande à la nécromancienne si elle se souvient comment Shion avait vaincu le général il y a 3 ans. Henri n'a malheureusement rencontré le héros qu'après la défaite des généraux, mais Yuna se souvient avoir regardé le combat de loin. Elle lui dit que le héros avait divisé l'épée en de nombreuses vrilles pour rendre difficile de prédire laquelle frapperait. Cela empêchait le diable de lire la direction et le timing des attaques. À ce moment précis, la princesse l'informe qu'elle a atteint une falaise voisine. Il lui demande d'être prête à attaquer le diable dès qu'il apparaîtrait. C'est alors que Diego apparaît et la princesse lui tire immédiatement une flèche explosive qui fait un trou dans le monstre. Cela confirme le doute de Tuka. Le démon a besoin de savoir d'où vient l'attaque pour utiliser la magie d'absorption comme bouclier. Tuka enfonce son épée dans le sol et la transforme en verre. Yuna et Tuka travaillent ensemble pour trouver les points faibles du monstre et le héros utilise ces informations pour le frapper au bon endroit, au bon moment. Cependant, la régénération nécromancienne de Diego lui permet de se régénérer même des attaques d'épée sacrée et il frappe le héros, lui arrachant le bras. Il réalise qu'il devra frapper le monstre à la tête pour le tuer, puisque c'est le point faible de chaque zombie. Pour ce faire, il devra épuiser le mana de Diego en le forçant à se régénérer encore et encore. Pendant ce temps, Ethel et Friedrich sont occupés à se battre en duel, tandis que le maître essaie de faire comprendre au seigneur maléfique que Diemo n'est qu'un boulet qui l'entraîne vers le bas. Sur un toit, le héros continue de taillader le monstre, ce qui réduit finalement la taille de ses boucliers. Diego cependant apprécie cela car cela satisfait son fétiche masochiste dans lequel il veut plonger le monde entier. Tuka charge pour l'attaquer mais s'effondre à mi-chemin à cause des effets secondaires des gouttes de soma. Diego remarque que son armement est arrivé et perd sa concentration un instant et Tuka en profite pour le frapper avec sa lame extensible. Mais c'est bloqué par le monstre juste à temps et il fonce sur le héros et le projette au loin. Tuka prend d'autres gouttes de soma car c'est la seule option qui lui reste, mais dès qu'il se lève, il s'effondre et perd connaissance. Henri, prenant le corps du héros et combattant, est la seule façon de gérer la situation, mais la nécromancienne refuse de le faire car elle ne veut pas mettre son âme en danger. Henri s'avance pour faire gagner du temps à Yuna pendant qu'elle essaie de réveiller Tuka, mais à ce moment-là, Kyle s'envole dans la bataille. La nécromancienne hésite à lui faire confiance et tire son épée sur lui, mais quelques démons tentent de l'attaquer furtivement. Kyle utilise ses shurikens pour découper les bêtes et gagne la confiance de la jeune fille aussi innocente, bien qu'il soit en réalité là pour se venger de Tuka. Diego essaie d'interférer dans leur retrouvaille et tend sa griffe pour attaquer, mais le seigneur la découpe en morceaux en un clin d'œil. Kyle lui demande de jeter un œil à la ville et quand le monstre le fait, il voit les renforts de la capitale et panique complètement. Quand Kyle lui dit que sa vengeance sur Tuka est prioritaire et demande donc au monstre de s'enfuir, Diego est offensé et absorbe un tas de démons en lui pour gagner du mana et des sorts. Il tire un souffle sur Kyle que le seigneur parvient à bloquer, ne perdant finalement que ses vêtements. Pendant ce temps, Yum panique à l'idée du peu de temps qu'il lui reste avant de se transformer en diable et supplie Tuka de se réveiller pour qu'elle puisse lui parler une dernière fois. L'âme de Tuka s'est téléportée dans le monde de l'épée sacrée où Shion s'approche de lui.
Il s'incline devant lui et le remercie, lui disant qu'il a tout observé jusqu'à présent et qu'il est reconnaissant pour tout ce qu'il a combattu pour protéger. Tuka est convaincu que l'ancien héros le trompe et s'enfuit donc pour sauver sa peau. Shion le poursuit et ils finissent près du miroir du désir qui est la porte vers le monde idéal de l'observateur. Tuka est tenté d'entrer mais Shion l'informe qu'il n'y a pas de retour possible de là, ce qui signifie qu'il ne pourra jamais sauver Yuna s'il décide de franchir ce pas. À cela, l'ancien héros dit au garçon qu'il s'est juste égaré dans ce monde par erreur et qu'il peut retourner dans le monde réel à temps pour sauver sa bien-aimée. Il ajoute que pendant le combat dans la capitale, le mana de Tuka avait monté en flèche, ce qui a trompé l'épée en lui faisant croire qu'il était le prochain héros légendaire, et ainsi elle s'était liée à son âme. Il lui montre la sortie, mais l'avertit que sa vie deviendra plus difficile une fois qu'il sera de retour. Ainsi, il lui dit qu'il ne l'arrêterait pas s'il décidait de rester non plus. Cependant, Tuka est absolument déterminé à sauver Yuna et décide donc de revenir. Dans le monde réel, Diego lance des rafales continues sur Kyle que le Seigneur parvient à peine à esquiver. Le monstre a recouvert tout son corps d'un sort d'absorption, ce qui rend seul les attaques physiques efficaces. Cela signifie que réduire son mana prendra aussi un temps immense qu'ils n'ont pas pour le moment. C'est alors que Tuka retourne dans le corps du héros et se prépare à replonger dans la bataille. Il demande à Henry de libérer son corps du cercueil et plante l'épée dans le sol. L'épée projette alors de puissantes décharges de foudre qui propulsent l'âme de Xian de l'épée vers le corps de Tusha. Xian s'envole aussitôt vers le démon et lui tranche le bras avec son épée sacrée. Kyle s'avance pour étreindre Xian, mais le héros s'écarte et lui dit qu'il lui en veut. Alors que Diego s'apprête à attaquer le héros à nouveau, Cheyenne parvient à le découper morceau par morceau et à pulvériser le cristal magique sur son front. Cela rend le monstre incapable d'utiliser son sort d'absorption pendant un temps, donnant à Tuka une ouverture pour l'achever avant qu'il ne se régénère. Tuka raccourcit sa lame pour concentrer le peu de mana qu'il lui reste, augmentant son pouvoir de pénétration afin de transpercer la tête du monstre. Il saute sur Diego et le réduit en miettes, et alors qu'il tente de se régénérer, Kyle le poignarde avec ses shurikens. À 1 minute de la transformation permanente de tous en démon, Tuka améliore ses capacités et fonce vers le monstre à une vitesse divine, esquivant ses tentacules. Il saute en l'air et même si Diego lève un bouclier, il frappe la tête du monstre de toute sa force, perçant ses os et tuant enfin l'immonde créature. Diego parvient à quitter le corps du monstre et à se téléporter dans la forêt où se trouve le cercueil contenant son corps, mais son âme est tellement épuisée qu'il ne peut plus bouger. Alors qu'il est soulagé d'être en vie, 2 démons de Baran s'approchent de lui pour venger la mort de leur reine Adèle. Le lendemain matin, tous les zombies d'Aali sont redevenus normaux et Ethel et Friedrich sont introuvables. Plus tard cette nuit-là, le maire organise une fête en l'honneur du héros où les filles font la queue pour s'offrir à ce pauvre type une première dans sa vie. Yuna, jalouse, l'entraîne dans un couloir tranquille et, sur un coup de tête, lui offre ses melons. Cependant, elle est gênée et s'enfuit dans la source chaude pour se détendre. La princesse la rejoint et l'aide à réaliser qu'elle est amoureuse de Tuka. Elle lui dit qu'elle comprend qu'elle se sente comme une merde d'être tombée pour ce minable, mais son courage est charmant. Puisque les filles vont désormais être des compagnes permanentes, elles décident d'essayer de créer des liens malgré leur rivalité amoureuse. Avant de disparaître, Cheyenne avait conseillé à Tuka d'augmenter son niveau de mana avant de se diriger vers les portes de l'enfer. Pour les aider à mieux comprendre cela, il charge Kyle et Dorothy de l'aider à trouver le sage, un de ses anciens compagnons très versé dans le mana. Le groupe se met en route pour ce nouveau voyage sans tarder, car il n'y a pas de temps à perdre pour refermer les portes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous adorerez l'histoire de cet archer légendaire qui épouse le chef ennemi.